Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Unipop Histoire. Nous sommes donc très heureux d'accueillir ce soir Viviane, pardon, j'ai eu un petit moment d'hésitation, Viviane Albenga, qui est donc maître de conférence, maîtresse de conférence pour le coup, en sociologie à l'Université de Bordeaux, et oui, comme quoi. Il y a des vieilles habitudes. Et chercheuse associée au Centre Émile Durkheim. Elle est également depuis juillet 2019 chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations à l'Université de Bordeaux et spécialiste en sociologie du genre et des idées féministes. Elle travaille notamment en ce moment, en tant que membre de l'Institut universitaire de France, sur la généalogie et la circulation transnationale des idées féministes matérialistes. Et c'est à partir de ces recherches qu'elle va nous parler ce soir, donc des grèves d'ouvrières et grèves féministes de 1970 à nos jours. Merci beaucoup, c'est un plaisir et un honneur d'être invitée à cette université populaire qui est très renommée, et dont on sait que les échanges sont très agréables. Je voudrais juste préciser, parce que sinon mon institution va m'en vouloir, que je suis rattachée à Bordeaux-Montaigne, parce que comme sociologue, ça paraît logique que je sois à l'université de Bordeaux, mais j'ai été recrutée sur un des rares postes de sociologue de Bordeaux-Montaigne, et en tant que chargée de mission égalité, je suis rattachée à l'équipe présidentielle de cette institution. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Je vais donc vous parler ce soir à la fois des grèves ouvrières et des grèves féministes, puisqu'effectivement, mes objets de recherche portent davantage sur les grèves féministes contemporaines. Je travaille particulièrement sur le mouvement féministe espagnol, et il y a une grève féministe très importante en Espagne depuis quelques années, avec par exemple en 2019 1 million de manifestantes et manifestants dans les rues de Madrid. Et quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais proposer en termes de conférences qui reprennent une perspective historique, il me semblait très intéressant de revenir sur le fait que les grèves féministes ont aussi une histoire qui est celle des grèves de femmes et qui est aussi celle des grèves d'ouvrières, même si les deux ne se recoupent pas nécessairement. Et c'est intéressant aussi pour comprendre pourquoi en France, nous n'avons pas forcément ces convergences qui peuvent exister dans d'autres pays entre le mouvement ouvrier qui a donné cet outil de lutte qui est la grève et le mouvement féministe. Alors je ne dis pas que ces convergences n'existent pas, mais elles sont moins visibles et ça se traduit notamment par le fait qu'il y a un mouvement féministe qui même s'il prend de l'ampleur, a une dimension moins explicitement populaire, massive, que dans d'autres pays. Et pour cela, j'ai choisi de remonter aux années 1970, parce que c'est un moment un peu charnière où on va voir à la fois comment se développent des grèves d'ouvrières qui vont remettre un peu en question les rôles traditionnels attribués aux femmes, tout en mettant aussi en jeu leur conscience de classe à l'identité ouvrière de manière très forte. Et c'est le moment où vont apparaître aussi le mouvement féministe de la deuxième vague et un débat très important sur le travail domestique gratuit, qui va être un débat qui va mobiliser des féministes qui utilisent les outils de la pensée marxiste pour mettre en évidence les caractéristiques de l'oppression des femmes. Et toutes ne sont pas d'accord sur la manière de penser les liens entre le capitalisme et le mode d'exploitation et d'oppression des femmes qui est le patriarcat. C'est important de revenir sur ce débat qui est un débat autour aussi d'un éventuel salaire ménager pour les femmes. Ça nous ramène aussi à des discussions plus actuelles sur des propositions politiques. Et ça permet d'arriver aussi sur les grèves qui aujourd'hui se développent, les grèves féministes en Europe et en Amérique latine, qui portent aussi sur la revendication de mieux reconnaître le travail de soins. Alors le terme qu'on emploie aussi parfois, c'est le terme anglais de care,
Et cette question du travail de soins mal rémunéré est apparue comme plus particulièrement importante depuis la pandémie et depuis qu'on a entendu parler du fait que les femmes étaient les premières de corvée lorsqu'il y a eu la mobilisation pour s'occuper aussi des malades de la pandémie. Donc le plan de la conférence, je vais évoquer 3 parties. On passera assez insensiblement de l'une à l'autre, je pense. Je vais commencer par revenir sur les grèves d'ouvrières après 1968, puis une partie qui retrace un peu quelques jalons des grèves de femmes et où j'expliciterai ce fameux débat autour du travail domestique gratuit et du salaire ménager. Et je terminerai sur ce que je connais peut-être le mieux, ce qui renvoie à mes propres travaux, la grève féministe en Espagne et en Argentine. Je vous donne quelques sources. Ce n'est pas des références bibliographiques complètes, mais c'est au cas où vous voudriez retenir quelques noms. Esmeré Canfort, qui a travaillé sur les grèves d'ouvrières à Chantelle, dont je vais parler dans la première partie, ainsi que Fanny Gallo, qui est historienne, qui a aussi travaillé beaucoup sur les grèves d'ouvrières et qui a aussi écrit une généalogie, un article dans la revue Contretemps, qui est disponible en ligne, sur la généalogie des grèves de femmes. Pour la deuxième partie, je me suis beaucoup inspirée de l'ouvrage qui s'appelle « Le salaire au travail ménager » de la chercheuse canadienne Louise Toupin. Et pour la dernière partie, je terminerai en fait sur l'ouvrage de Véronica Gago, « La puissance féministe », qui a été traduit en français en 2021. Et je m'inspirais aussi d'entretiens que j'ai réalisés et traduits dans une revue qui s'appelle « Mouvement des idées et des luttes ». Cette revue, j'en suis actuellement la co-rédactrice en chef pour encore quelques mois. Et c'est une revue qui est à l'interface entre le monde académique et le monde militant, c'est-à-dire qu'elle est censée s'adresser à un public plus large que le public universitaire. Et elle est publiée par La Découverte. La Découverte a un peu réduit la production de numéros papier. Donc c'est une revue qui peut s'acheter sur le portail de revue Kern. Je déplore que ce ne soit plus possible de la commander en librairie, mais je vous recommande quand même sa lecture. Et donc, j'ai réalisé quelques entretiens avec des économistes féministes espagnoles et argentines dont je vais vous parler. Quelques mots sur l'avant 1968 pour commencer. Les historiennes se sont donc attelées à retrouver les traces de femmes ouvrières en lutte parce qu'on pouvait avoir l'impression qu'en fait, les mouvements de femmes qui étaient mentionnés, ça allait être par exemple les femmes qui manifestaient contre la hausse du prix du pain, c'est-à-dire que les femmes sortaient dans la rue quand il s'agissait effectivement de tout ce qui touchait au foyer et que c'était dans ces luttes-là qu'on allait les retrouver. Et le travail des historiennes, et je le dis au féminin parce qu'effectivement pour l'histoire des femmes, ce sont des femmes qui s'y sont attelées, il s'est agi de retrouver les traces de femmes ouvrières en lutte et non pas seulement des femmes qui auraient appuyé leur mari dans leur propre lutte ouvrière. On a donc recensé des grèves de femmes parmi les ouvrières du textile et de l'habillement, mais également parmi les sardinières, les moulineuses de soie, les bobineuses de tissage de coton, les ouvrières des tabacs, etc. Donc là, je vous renvoie notamment aux nombreux travaux de la grande historienne Michèle Perrault. Après 1968, on peut dire qu'il y a en quelque sorte un tournant. Alors c'est un tournant parce qu'il va y avoir une étape dans l'émergence de nouvelles figures de la lutte ouvrière. Non seulement les femmes, mais aussi les ouvriers spécialisés, les immigrés, qui parfois sont des catégories qui se recoupent aussi, et qui vont venir renouveler les organisations syndicales, leurs revendications, les façons de faire du mouvement ouvrier. Et ça marquerait l'émergence d'un féminisme syndicaliste qui va mettre en évidence la spécificité de la situation des travailleuses. Il faut noter aussi que c'est un moment où apparaissent en fait de nouvelles générations d'ouvrières, des ouvrières qui vont se caractériser effectivement par un travail salarié
disons qu'en fait c'est le moment où tout simplement il y a plus de femmes sur le marché de l'emploi. Donc on va apparaître aussi davantage de femmes qui sont dans la sphère du salariat. Et les organisations syndicales vont évoluer sur ces questions-là. Pour la CFDT, la sociologue Margaret Marouani note qu'elle va prôner une réflexion sur le statut des femmes dans et hors l'entreprise et dès 1970 va dénoncer la situation subordonnée de la femme. Pour ce qui est de la CGT, Michèle Zancarini-Fournel, qui est aussi une historienne dont on peut recommander vraiment la lecture très largement, c'est une historienne sociale des femmes et du mouvement social en général. Elle remarque que la CGT campe plus longtemps sur des positions dites traditionnelles qui vont récuser l'idée d'un égalitarisme intégral, au sens de chercher une égalité des rôles entre hommes et femmes, et où la maternité resterait considérée comme une fonction sociale des femmes. Il y a quand même un magazine féminin de la CGT qui s'appelle Antoinette. Et en 1977, un changement de ton va intervenir lorsque se produit une des conférences des femmes salariées, qui va être un moment d'explosion de la parole féminine. Et ça va se traduire par le fait que le magazine Antoinette va adopter un positionnement plus subversif par rapport à ses positions plutôt traditionnelles. Et au même moment, on voit apparaître des commissions femmes partout en France, dans les organisations et dans les usines. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que, même si ce n'est pas directement en lien avec le mouvement féministe, une des caractéristiques du mouvement féministe des années 1970, c'était aussi de reposer sur l'existence de groupes de femmes qui pouvaient échanger sur leurs conditions et se rendre compte que ce qu'elles vivaient individuellement était en fait un problème collectif partagé par les autres femmes. Et indépendamment du mouvement féministe, ces groupes de femmes ont pu se développer sous la forme de commissions femmes. Et d'ailleurs, dans les syndicats, ce terme de commission femmes est quelque chose qui existe toujours, y compris au niveau des centrales syndicales. Alors, les chercheuses estiment qu'à la fin des années 70, les deux centrales se recentrent sur d'autres questions et remettent la question des femmes sous le tapis. Nous n'en dirons pas plus pour ce qui est de la situation actuelle. C'est un sujet qu'on pourrait discuter à la fin. Je vais donc me centrer sur un exemple précis qui est celui de grève dans une usine qui était majoritairement, très majoritairement féminine, qui est l'usine Chantel à Saint-Herblain, un site qui se situe dans la région nantaise et qui a ouvert en 1966. Et l'usine emploie majoritairement en fait, des femmes qui sont payées au rendement et qui sont chargées d'assembler sur des machines à coudre les éléments de soutien-gorge ou de combinés. Deux sections syndicales vont s'implanter assez rapidement. La CFDT en 1968 et la CGT en 1972. En 1981-82, il y a un conflit qui est considéré comme le premier grand conflit et pendant lequel les ouvrières sont en grève générale pendant 2 mois, occupent leur usine nuit et jour et séquestrent leur directeur une après-midi. Et cette grève-là est considérée par Ève Meuret-Camfort, qui est sociologue, comme une grève très intéressante à étudier parce que exclusivement incarnée par des femmes. Les leaders de la grève sont des femmes ouvrières et travailler cet exemple permet de se demander comment des femmes ouvrières s'engagent dans des grèves. Quelle est la spécificité qui va en découler ? Que change le fait de faire grève quand on est une femme ouvrière ? Alors, un élément qui est très intéressant, et si vous avez vu le film, ou si vous allez le voir après, We Want Sex Equality, c'est quelque chose qui apparaît assez clairement dans le film,
c'est que faire grève pour une femme vient perturber un équilibre souvent fragile dans la gestion des temps professionnels et privés. Et les ouvrières de Chantelle, dans leur récit, disent que tant que la grève reste sur le temps de travail, tout va bien. C'est ce que dit une leader syndicale CFDT de l'usine. Quand c'était des actions dans la journée, que tu sois au boulot ou que tu sois dans la rue, ben les enfants, ils étaient à l'école ou alors en nourrice. Mais ce qui va vraiment commencer à poser problème, c'est le fait de devoir occuper l'usine pendant la nuit. Et donc là, ça va tout bousculer. Donc ça va aussi tout bousculer parce que à cette époque-là, en fait, les ouvrières sont relativement jeunes, elles ont une vingtaine d'années. Beaucoup d'entre elles ont des enfants en bas âge et elles vont s'organiser. Donc par exemple, une militante CGT explique que quand elle dormait à l'usine, son mari va garder les enfants le soir et elle rentre le matin tôt avant que son mari ne parte, lui, au travail. Donc ça demande en fait une organisation domestique devant laquelle toutes ne sont pas égales puisque toutes n'ont pas le même soutien de leur mari. Et ça aussi dans le film We Want Sex Equality, cette tension avec le conjoint, on la voit apparaître assez clairement. Donc quand il y a des maris qui soutiennent, c'est un soutien qui s'avère en fait assez précieux pour la lutte. Quand c'est des maris qui sont réfractaires, c'est plus compliqué. Et il n'y a pas seulement la question de l'organisation domestique, mais aussi le fait que sur ces nuits d'occupation pèse un soupçon moral. Les récits d'ouvrières mettent en évidence que certaines y ont perdu leur mari parce qu'il y avait la vision d'une usine qui était en fête, et d'autant plus que certains hommes restaient à l'usine dans l'idée qu'il s'agissait aussi de protéger les ouvrières pendant la nuit. Et donc là, on n'était plus en non-mixité féminine, mais il y avait des hommes qui restaient. Donc ça donnait l'impression en fait que toutes les possibilités pouvaient se produire pendant ces nuits d'occupation. Et on voit à quel point, à ce moment-là, le fait que les maris s'avèrent ou non très sensibles à cette crainte pouvait s'avérer essentiel au fait qu'elles participent aussi à la lutte pendant la nuit. Donc il y a même des maris en fait, qui sont militants et qui sont empêtrés dans la contradiction entre le fait qu'ils encouragent la grève de leurs femmes par solidarité ouvrière et le fait qu'en même temps, en tant que mari, ils se sentent quand même un peu gênés aux entournures par le soupçon moral qui pèse sur ce qui se passerait la nuit à l'usine. Et là, ce qui joue aussi, ça va être le soutien des femmes de la famille, et notamment pour s'occuper des enfants. Le fait qu'il y ait des belles-mères, des sœurs, des belles-sœurs qui vont prendre le relais pour la garde des enfants. Alors malgré cet investissement des femmes dans la grève, en fait, la question des femmes n'a jamais émergé comme un objet politique qui est légitime. Les ouvrières se présentent vraiment comme des militantes de la classe ouvrière, et il ne s'agit pas du tout pour elles de se présenter comme des femmes en lutte ou encore moins comme des féministes. Elles se vivent comme des ouvrières avant tout, et elles tiennent beaucoup à être reconnues en tant que telles. Et ça, c'est un élément très, très intéressant, parce qu'on aurait pu se dire que le féminisme de la deuxième vague était quand même passé par là, au début des années 1980, et qu'on aurait pu voir une forme de convergence avec les luttes féministes, notamment par cette non-mixité de la lutte. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Par ailleurs, il y a aussi un sentiment d'illégitimité. Le fait que c'est des jeunes femmes, elles n'ont pas forcément l'habitude de militer. Elles se retrouvent à prendre les devants pour lutter dans cette grève. Et en fait, petit à petit, ce qui va se passer,
c'est que même si beaucoup de femmes militent au début, peu à peu, vous connaissez sans doute ce qui se passe quand on se spécialise dans le militantisme. Finalement, ça prend du temps, ça demande de plus en plus de compétences et peu d'entre elles vont rester. Donc ça va favoriser le fait que celles qui vont rester vont aussi concentrer de plus en plus de pouvoir. En fait, il y a quelques leaders femmes qui vont émerger, mais la majorité des femmes ne vont pas continuer un militantisme syndical pendant longtemps. Alors, sur la question de est-ce qu'elles auraient mis en pratique une forme de féminisme, en quelque sorte, est-ce qu'on ne peut pas voir dans leurs revendications le fait qu'elles se sont revendiquées comme ouvrières, mais qu'elles ont aussi remis en cause des éléments qui pesaient sur leurs conditions de femmes. Elles mettent surtout en œuvre une solidarité entre femmes, le fait qu'elles prennent en compte notamment les femmes seules avec enfants, en effectuant des collectes dans les usines voisines et sur les marchés, pour les redistribuer prioritairement aux femmes seules avec enfants. Donc il y a en fait une prise en compte des situations familiales et une forme de solidarité dont on voit que elle a été pensée aussi depuis une position de femme. Comme je l'ai dit, elle s'arrange aussi beaucoup entre femmes pour pouvoir lutter, puisqu'il y a des relais entre sœurs, avec des femmes de la famille, mais aussi des amis. Et donc, elles essaient de s'arranger avec les contraintes du travail domestique pour participer à la grève. C'est ce qu'on peut appeler une capacité d'agir. C'est le terme anglais qui est souvent désigné comme l'agency. Et donc ce terme, en fait, il signifie qu'il s'agit pour ces femmes de s'organiser afin de développer une puissance collective pour pouvoir agir. Et donc ça repose surtout essentiellement sur la solidarité familiale ou la solidarité de voisinage pour la garde des enfants. Et finalement, elles remettent moins en cause les rapports hommes-femmes qu'elles ne vont essayer de les contourner. Vous voyez, c'est plus une manière de s'accommoder de ces relations que de chercher à vraiment les subvertir. Alors d'autant plus que les ouvrières ont une vision plutôt négative du féminisme qui est perçu comme étant très bourgeois, comme étant une revendication de femmes qui ont une existence très éloignée d'elles. Et les féministes qu'elles connaissent, parfois, ça va être des femmes qui viennent d'un autre milieu social et qui viennent s'établir dans l'usine. Notamment à Chantelle, ça a été le cas d'une établie qui avait un style vestimentaire très très différent, qui fumait des gauloises. Et en fait, les ouvrières restent attachées à un style qui soit très respectable. Et en fait, cette établie, elle vient d'un tout autre milieu social, elle est féministe, et elle a quand même marqué quelques ouvrières qui reconnaissent qu'elle leur a transmis des idées, mais on voit que ça reste quand même extrêmement minoritaire. J'ai voulu mettre aussi en évidence ce dessin qui était paru dans Libération. Donc il y a eu un article sur la révolte des ouvrières spécialisées. Et les ouvrières ont protesté contre ce dessin qui a été choisi par Libération. Elles ont donc, en plus, ce n'est pas le journaliste qui a écrit l'article qui a choisi le dessin, et il a relayé leur mécontentement. Il a écrit à Serge July, alors directeur de Libération, pour lui dire qu'il comprend que les ouvrières aient perçu comme une atteinte à leur dignité de femme et d'ouvrière l'illustration représentant deux ouvrières de l'usine, sous l'apparence de mégères hideuses, agressives et difformes, à demi dénudées et écrasant entre leurs soutiens-gorge proéminents le patron de l'usine. Alors pourquoi est-ce que ça leur a aussi autant déplu ? C'est aussi parce que historiquement, les ouvrières ont souvent été renvoyées à l'image de femmes qui seraient peu respectables, assez frivoles en fait. Il y a aussi une image aussi de la sexualité des femmes ouvrières qui font qu'elles ont une demande de respectabilité.
Et là, elles se sont senties atteintes dans leur respectabilité. Et pour elles, c'était une dégradation de l'image de leur lutte que d'avoir choisi ce type de dessin. Donc là, c'était la première partie. Et je regarde juste l'heure pour voir où j'en suis. Sur l'exemple des grèves d'ouvrières, pour donner... alors, c'est un exemple, en fait, qui est intéressant parce qu'on part d'une usine avec effectivement une forte proportion de femmes ouvrières, où elles ont été en position d'occuper un leadership syndical, et où on voit qu'il ne s'agit pas d'une grève qui se veut féministe, où il s'agissait vraiment pour elles de pouvoir lutter et de se faire reconnaître dans leur identité d'ouvrière. Si on en vient maintenant à l'histoire des grèves des femmes et à comment s'est développé tout un débat sur le fait que les femmes sont exploitées par l'intermédiaire du travail domestique. Là, je vais faire une chronologie rapide. En 1882, Louise Michel appelle à la grève des femmes à l'occasion de meetings. Et dans le même temps, dans le cadre du mouvement suffragiste pour le droit de vote des femmes, Hubertine Auclair lance plusieurs actions de désobéissance civile, comme la grève de l'impôt, qui était aussi promue par les suffragistes anglaises, qui ont aussi recouru, pour certaines, à la grève de la faim. On a aussi la promotion de la grève des ventres, dans l'objectif de permettre aux femmes de n'être plus assignées à fournir de la chair à canon, soldats, de la chair à plaisir, prostituée, ou de la chair à travail, prolétaire. Dans les années 1970, à l'occasion du cinquantenaire du droit de vote des femmes, le mouvement féministe états-unien appelle à la grève des femmes le 26 août 1970. Et c'est là qu'en France, on a une action de solidarité qui correspond à ce qui est considéré comme l'acte de naissance du MLF, le mouvement de libération des femmes, durant laquelle une dizaine de militantes déposent une gerbe à l'Arc de Triomphe avec ce slogan humoristique « Il y a plus inconnu que le soldat, sa femme ». Et c'est en 1974 que le MLF appelle à la grève des femmes, c'est-à-dire à cesser non seulement le travail professionnel, mais aussi le travail domestique, en posant la question « Que se passerait-il si on s'arrêtait ?» Et là, c'est la question en fait, qui est à l'origine des grèves féministes. C'est cette idée que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête de tourner, puisqu'il y a tout un travail gratuit et invisible qui est effectué par elles et qui est indispensable au fait que le monde continue sa route. Il y a eu également une grève nationale des femmes vraiment importante en Islande en 1975, le 24 octobre, à l'appel d'un groupe féministe, Red Stockings. Il y a eu 90% des Islandaises qui se sont mis en grève, y compris du travail domestique et du soin aux enfants, pour revendiquer l'égalité avec les hommes dans le travail professionnel et la reconnaissance du travail domestique. Ce qui a permis de bloquer le fonctionnement des entreprises et des institutions à travers le pays. Puisque, effectivement, s'il y a des grèves massives, les institutions ne fonctionnent plus non plus. Là, j'en viens au moment du débat sur le travail domestique. Alors, peut-être que parmi vous, il y aura de fins et fines connaisseuses des débats marxistes. Je vais essayer de vous restituer quelques idées. On peut déjà mentionner Christine Delphy, l'ennemi principal. Alors Christine Delphy, c'est une sociologue française toujours vivante, qui est justement l'une des femmes qui a participé à l'action consistant à déposer une gerbe pour la femme du soldat inconnu. Et elle est considérée comme l'une des tenantes du féminisme matérialiste français. Ce terme de féminisme matérialiste, il signifie reprendre les outils théoriques de la pensée de Marx pour penser la situation des femmes. Et notamment, elle reprend la manière dont Marx pense l'exploitation pour dire que l'exploitation des femmes, elle se situe sur le terrain du travail domestique. S'il n'y avait pas des femmes pour accomplir le travail domestique gratuitement,
il faudrait que dans chaque famille, on externalise la cuisine, le linge, et on voit bien que l'externaliser coûterait une somme conséquente, donc c'est du travail gratuit, non rémunéré. Et elle écrit ça dans un texte qui s'appelle « L'ennemi principal », qui est publié en 1970. Et pourquoi ça s'appelle l'ennemi principal? Elle désigne par là le système patriarcal. C'est-à-dire qu'on est dans le moment aussi où il y a une florescence de groupes gauchistes dont elle fait partie. Et en fait, les féministes qui vont s'inspirer de Marx pour penser la situation des femmes s'adressent à leurs camarades marxistes pour leur dire: vous nous dites que si le capitalisme est aboli, l'égalité des sexes adviendra, mais en réalité, il y a une exploitation des femmes qui continuera à peser sur nous parce que avant le capitalisme existait déjà le travail domestique gratuit. C'est un mode de production économique en soi qui s'appelle le patriarcat et qui ne peut pas être aboli juste avec la fin du capitalisme. Et elle met aussi en évidence que malgré les différences de classe sociale entre femmes qui n'ont rien de négligeable, il y a quand même cet ennemi commun à toutes les femmes qui est le mode d'exploitation patriarcal. D'où l'idée que l'ennemi principal des femmes doit être le patriarcat, même si Christine Delphi n'est absolument pas une féministe qui néglige le poids du capitalisme. C'est-à-dire que quand elle dit ça, en fait, il y a un côté aussi, c'est stratégique en fait. C'est aussi de dire, bon ben là, à l'instant T, on ne peut plus admettre l'idée que l'exploitation des femmes est une contradiction secondaire du capitalisme. Il faut qu'on en fasse une cause qui est principale. Au même moment, en Italie, on a d'autres penseuses marxistes comme Maria Rosa Dalla Costa qui vont penser plutôt le fait que le capitalisme serait responsable de l'exploitation des femmes par le travail domestique. Elle écrit ça dans un texte qui s'appelle « Les femmes et la subversion sociale » en 1972. Donc pour Maria Rosa Dalla Costa, en fait, le capitalisme a fait advenir une nouvelle forme d'organisation de la famille et du travail. C'est-à-dire qu'avant, le travail n'était pas localisé à l'usine, il y avait davantage de connexion entre la famille et le lieu du travail. Et là, avec le capitalisme, en fait, on a un lieu du travail qui devient extérieur à la famille. Et donc, en fait, pour elle, il y a une division qui se crée entre l'espace domestique et l'espace du travail qui va faire que ça crée une nouvelle structure familiale aussi, que ça crée la famille nucléaire composée du couple et des enfants, et qu'à partir de là, les femmes vont se retrouver assignées au maintien de ce foyer nucléaire, en fait. Et donc, en fait, pour elle, le capitalisme a détruit les types de familles qui existaient avant, des familles qui étaient des familles plus élargies, des communautés où il y avait aussi davantage d'entraide. Donc, elle va placer dans le capitalisme l'origine de la famille nucléaire et de l'exploitation des femmes dans le travail domestique. Pour elle, en fait, c'est le capitalisme qui a fait que toutes les femmes deviennent des ménagères. C'est ce qu'elle défend. Et donc, en fait, pour elle, elle insiste sur l'idée que ce travail domestique, c'est un travail qui permet de reproduire la force de travail des hommes qui vont travailler à l'extérieur. C'est ce qui leur permet, le fait de cuisiner pour eux, c'est ce qui leur permet de régénérer leur force de travail. Et donc, elle dit, en fait, on ne peut pas dire que c'est un travail qui n'est pas productif, puisqu'il permet à la production économique de continuer. Donc, elle va appeler ça un travail de reproduction sociale. Il y a cette idée, il y a la sphère de la production qui est située dans l'usine, pour faire simple, ou dans le salariat, et la reproduction qui est effectuée du coup par les femmes au sein du foyer.
À partir de là, il va vraiment se développer un débat de spécialistes, mais vraiment un débat très, très, très spécialisé pour savoir est-ce que le travail domestique dégage une plus-value, est-ce qu'on peut contester, est-ce qu'on doit tout repenser à partir de là sur la pensée de Marx. Et vraiment, il y a des comment dire, un niveau de précision qui ne pouvait être accessible qu'à des universitaires spécialistes du marxisme et qui a surtout en fait intéressé des anglophones. C'est-à-dire que là, on était sorti du domaine du militantisme. C'était devenu un débat entre spécialistes. Par contre, ce qui a innervé le mouvement social au niveau international, ça a été la revendication d'un salaire ménager pour les femmes à partir de la pensée de Maria Rosa Dalla Costa. Ce qu'elle met en évidence, c'est que dans le même temps où toutes les femmes sont assignées au rôle de ménagère, le foyer peut devenir l'espace où elles subvertissent ce rôle. C'est-à-dire que si elles refusent d'effectuer ce travail, c'est une subversion possible et qu'on peut aussi revendiquer qu'il y ait un salaire ménager pour les femmes, mais c'est stratégique. C'est dans l'idée de demander une visibilisation de ce travail. Il va donc y avoir une campagne sous le terme anglais « Wages for Housework », donc un salaire pour le travail ménager, qui est menée par un collectif international dans 5 pays. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et le Canada. Et notamment, on y trouve une Italienne, mais qui vit aux États-Unis depuis déjà ce moment-là, Silvia Federici, qui est une chercheuse et militante qui est redevenue très en vogue depuis quelque temps. Donc, notamment en France, on a un recueil de courts textes d'elle qui est paru récemment, qui s'appelle « Le capitalisme patriarcal », parce qu'elle aussi, elle a repensé les origines du capitalisme, et notamment, elle a relié cette période à la chasse aux sorcières pour montrer comment des femmes ont été exterminées aussi sur le sol occidental. En 1975, elle écrit un texte où elle dit « Afin de nous faire accepter notre travail non payé, le capital a dû nous convaincre que c'était une activité naturelle, inévitable et même enrichissante. Cette escroquerie camouflée sous le nom d'amour et de mariage nous affecte toutes, même celles d'entre nous qui ne sont pas mariées. Parce qu'une fois que le travail ménager est devenu un attribut féminin, nous sommes toutes déterminées par ce travail. » Et elle va avoir ce mot célèbre qui est aujourd'hui repris dans les grèves féministes, « ce n'est pas de l'amour, c'est du travail non payé ». Et ce serait donc en demandant un salaire pour notre travail que justement, en fait, on ferait cesser l'idée qu'il y a une nature féminine et que c'est parce que c'est dans les gènes qu'on passe l'aspirateur, par exemple. J'en viens à ma dernière partie sur la grève féministe contemporaine. Donc cette grève féministe, elle s'est développée dans plusieurs pays. Je vais vous parler de l'Espagne et de l'Argentine, mais elle existe aussi en Suisse. En Suisse, c'est un mouvement qui est assez puissant. Ça s'est développé aussi au Chili, en Pologne, à la faveur du mouvement de défense du droit à l'avortement. Pour ma part, je suis davantage spécialiste de l'Espagne. Et en fait, il y a aussi des circulations entre l'Espagne et l'Argentine. Et c'est pourquoi je vais aussi vous en parler, parce que c'est là où j'ai le plus de recherches personnelles. Donc en Espagne, on a une histoire assez différente par rapport à cette revendication d'un salaire ménager. C'est une revendication qui n'a pas eu d'écho dans le mouvement féministe, et notamment parce que c'était défendu par l'Opus Dei, donc par un groupe catholique intégriste. Et puis, bon, pour rappel, Franco était vivant jusqu'en 1975. Donc, de fait, dans les années 70, revendiquer un salaire ménager quand ce qui apparaissait comme une libération
quand même essentiel pour les femmes, c'était de pouvoir travailler à l'extérieur et de ne surtout pas se trouver enfermée dans ce rôle de femme au foyer. Ça ne passait pas du tout la barre. Par contre, il y a eu un autre type de mobilisation qui a, à mon sens, beaucoup nourri la grève féministe. C'est le mouvement des femmes employées de maison. Donc le terme les femmes employées de maison, un peu plus bas sur le PowerPoint, quand je mentionne le nom du syndicat qui a été créé récemment, Sindicato de las Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados, c'est le terme de trabajadoras del hogar, c'est-à-dire c'est l'idée de travailleuses du foyer. C'est vraiment des femmes aussi qui peuvent travailler à temps plein comme domestiques. Et ces femmes ont déployé un mouvement social vraiment très important dès les années 1980. Et d'ailleurs, c'est parti beaucoup de Bilbao. Il y a eu un mouvement très fort au Pays Basque. Et elles ont obtenu petit à petit des droits par certains des gouvernements socialistes qu'il y a eu en Espagne depuis les années 80. Mais malgré cela, ça reste quand même trop peu présent parce qu'elles avaient vraiment au départ absolument aucun droit syndical. C'est-à-dire elles n'avaient pas le minimum syndical, pas de jours de congé possible, une retraite inexistante. Donc elles étaient vraiment en dehors de tout droit des salariés et elles ont cherché à lutter pour faire reconnaître des droits élémentaires. Et ces femmes sont souvent migrantes, souvent des migrantes d'Amérique latine. Et elles se sont regroupées dans des collectifs. Et il se trouve qu'en Espagne, il y a des lieux qui existent, et on n'a pas d'équivalent vraiment en France, qui sont ce qu'on appelle les maisons occupées. Donc des lieux, on pourrait dire en France, c'est des squats, mais disons que c'est des occupations qui ont peut-être été davantage tolérées aussi par certaines mairies, certaines régions espagnoles. En tout cas, à Madrid, il y avait une maison occupée qui s'appelait la Escalera Caracola et qui était une maison occupée uniquement par des femmes. Et là, il y a eu un ensemble de groupes qui se sont mis en place et qui réunissaient à la fois des travailleuses migrantes, des activistes féministes qui faisaient un autre type de profession et aussi des économistes féministes. Et elles se sont mises à penser tout ensemble ce que ça voulait dire de faire du travail de soin des autres et que ce travail soit mal rémunéré. Et ça a abouti, ça j'y reviendrai un peu plus tard, à la création en 2020 d'un syndicat féministe, donc le syndicat des travailleuses, des employées de maison et des soins. Et il y a d'autres collectifs qui ont regroupé des employés de maison et des féministes qui ne le sont pas depuis déjà le début des années 2000. Dans ce cadre-là, je vais vous mentionner le travail de quelques économistes féministes qui se caractérisent par le fait que ce n'est pas des économistes féministes qui sont, comment dire, centrales dans l'université. Enfin, plus exactement, elles ont toujours gardé un pied dans le mouvement social. Donc, par exemple, Cristina Carrasco, c'est une Chilienne qui a fui la dictature en 1974, qui arrive à Barcelone, qui participe à des mouvements féministes et qui fait une thèse sur le travail domestique. Et petit à petit, elle reprend justement le schéma. Il y aurait un travail productif et il y aurait un travail de reproduction sociale qui est le travail domestique effectué par les femmes. Et elle dit, aujourd'hui en regardant en arrière, nous voyons que l'utilisation du cadre d'analyse dénommé production-reproduction pour signaler l'existence de deux types de travail, a été utile et clarificateur à son époque et a permis de rendre visible le travail domestique familial. Mais pour elle, il reproduit l'ancienne dichotomie libérale-patriarcale. Ce qu'elle veut dire, c'est que quand on dit qu'il y a un travail productif et un travail qui aide à reproduire la production économique, on considère toujours comme central le travail qui a une valeur marchande. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne plus considérer que c'est des activités qui sont séparées et distinctes, mais elle propose de remettre au centre de l'économie
justement plutôt une vision globale du travail et de considérer que ce qui compte, ça va être ce qu'on appelle la soutenabilité de la vie. C'est-à-dire que le véritable travail, en fait, c'est justement le travail. Alors, l'idée, c'est pas de dire le véritable travail, c'est que celui qui consiste à s'occuper des autres, mais c'est de dire, en fait, ce qu'on va considérer comme travail, c'est ce qui permet de faire vivre la société de manière générale, et c'est de considérer aussi que, que le rapport qu'on va avoir à notre travail est très important et que tout ne se réduit pas à la valeur marchande. Et donc là, petit à petit, elle va commencer à mettre en avant plutôt l'idée de care, qui est le terme anglais. Et en espagnol, elles emploient le pluriel, l'idée de cuidados. Et cette idée de pluriel, elle rend assez bien, à mon avis, l'idée que c'est effectivement un ensemble de tâches qui sont à la fois matérielles, du soutien moral. En français, alors on parle aussi souvent, depuis qu'il y a eu les bandes dessinées de la dessinatrice Emma, de charge mentale. Je ne sais pas si vous avez vu circuler un peu ça, cette idée que les femmes ont la charge mentale parce qu'elles organisent les vacances. Bon. Là, on est sur une perspective qui est vraiment d'économie féministe. Alors, la dessinatrice Emma aussi, hein, mais disons que là, il y a vraiment la volonté de créer un vocabulaire d'économie très précis. Et donc, Cristina Carrasco, comme je vous ai dit, en fait, c'est une chercheuse qui est aujourd'hui retraitée. Et elle est retournée au Chili pour vivre le processus constituant. Et après elle, on a une autre chercheuse qui s'appelle Amaya Pérez Orozco, qui elle, est donc la génération suivante et qui va aussi être très, très impliquée dans des collectifs à Madrid et qui refuse d'avoir un poste à l'université. Donc il va vraiment maintenir un ancrage dans le mouvement social fondamental. Donc Amaya Pérez Orozco, elle dit qu'il faut repenser totalement l'économie féministe. Elle reprend cette idée il faut défendre la soutenabilité de la vie, bâtir notre vie sur l'idée d'accord de soins aux autres, mais en même temps, elle met en évidence le fait que derrière l'idée de soins aux autres, on a trop souvent enjoint les femmes de rester dans une nature un peu sacrificielle pour les autres. Et donc, elle dit pour les féministes, on est dans cette tension entre le fait de valoriser ce qu'on fait comme travail pour les autres qui permet à la société de tenir. Si personne n'est jamais dans le soin aux autres, la société n'est pas vivable. Mais en même temps, tout n'a pas à reposer sur les femmes. Et elle en vient à développer des propositions d'économie politique. Donc je l'ai interrogée à ce sujet parce que je n'étais pas sûre, en la lisant, de comprendre sa position sur le revenu universel. Puisque, pour le coup, comme je vous ai dit, là, en Espagne, on n'est pas du tout sur l'idée d'un salaire ménager. Donc, ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'en fait, le revenu universel, elle n'était pas tellement favorable, parce que pour elle, il est plus important de collectiviser au maximum ce qui peut l'être, de dépendre de moins en moins de l'argent capitaliste. Et son raisonnement, c'est, en fait, si on donne un revenu universel à quelqu'un pour que cette personne paye un loyer démesuré, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux, dans ces cas-là, réquisitionner des logements inoccupés, loger les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un logement et collectiviser, démonétiser des services publics. Donc elle parle de la santé. Elle dit, quand je parle de collectiviser et démonétiser, c'est très concret. Investir dans les dépenses publiques pour déprivatiser, publiciser la santé et tous les services liés à la dépendance. Il faudrait aussi rendre public le secteur énergétique, de transport et communication. Bon, voilà. Donc là, je vous ai mis ça pour qu'on rêve pendant 2 minutes. Et pour faire le lien avec la grève féministe, donc Amaya Pérez Orozco a fait partie d'un groupe qui s'appelle Précaires à la dérive, alors qui est un groupe justement où il y avait des migrantes, une traductrice, et qui en 2002 justement questionne la possibilité de faire la grève, pas forcément quand on est femme, mais quand on est précaire en fait. Même si ce sont des femmes, des migrantes, c'est vraiment la question de la précarité qui les anime. En disant, le 20 juin 2002, les syndicats avaient proclamé une grève générale contre la réforme du chômage,
Donc elles se réunissent dans la fameuse maison squattée par des femmes, la Escalera Caracola, et elles se disent, au lieu de faire un piquet de grève, on va aller enquêter. On ne va pas aller dire à une précaire qui est payée à l'heure dans un supermarché pourquoi tu ne fais pas grève, mais on va aller leur demander qu'est-ce que serait ta grève. Donc en fait, elles se sont dit qu'est-ce que ça pourrait être en fait l'action possible pour des personnes qui sont en stage, une immigrée qui tient un petit commerce du coin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action quand on est dans cette situation-là? Et comme ces personnes-là ne pouvaient pas aller faire grève, elles sont allées les interroger et elles ont fait une enquête sur ce qu'étaient les conditions de travail des précaires. Ça ne résolvait pas totalement le problème, mais petit à petit, ça a donné l'idée aussi que la grève, ça pouvait être faire la grève des soins, c'est-à-dire faire la grève du travail domestique et pour les autres. Alors sur les syndicats, je voulais revenir un petit peu aussi sur les syndicats des employés de maison. Donc là, c'est un entretien que j'ai réalisé aussi avec une femme qui a fondé ce syndicat des employés de maison. Et ce qu'elle dit, c'est que ce syndicat s'est créé parce qu'elle n'arrivait pas à voir leurs revendications reprises par les grandes centrales syndicales. Elle n'arrivait pas à entrer dans un rapport de force, et aussi parce qu'il y a cette situation très particulière que le patronat, en l'occurrence, n'est pas très facilement identifiable. Le patron, c'est la personne qui vous emploie pour réaliser des tâches domestiques. Et donc, elles se sont organisées, elles ont créé des collectifs, puis elles se sont organisées en syndicats au niveau national pour peser dans les négociations. Et elles constatent qu'en fait, il y a eu des promesses non tenues par les différents gouvernements. Et ce qu'elles réclament, notamment après la pandémie, c'est que les gouvernements fassent des soins un bien public. Et elle dit, sinon, c'est ce qui se passe actuellement, seules les personnes qui ont les moyens ont accès aux soins. Cela pose un problème pour les personnes seules qui n'ont personne pour s'occuper d'elles et qui terminent dans une maison de retraite. Bon, donc là, après, elle explique que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Et ce qu'elle explique surtout, c'est que cela aurait permis que les familles, les travailleuses, nous vivions dans une société de soins dignes et qui ne repose pas seulement sur les femmes. Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est l'idée qu'à la fois, ça doit être un droit imprescriptible pour chaque citoyen, chaque citoyenne de pouvoir bénéficier des soins dont il ou elle a besoin, et que ça soit pris en charge par l'État, que ça ne dépende pas de la fortune personnelle, et que dans le même temps, cette étatisation en fait, ou cette collectivisation va permettre aux femmes qui travaillent dans ces secteurs-là d'être mieux considérées, mieux rémunérées, d'avoir davantage de droits, et aussi que ça ne repose pas seulement sur les femmes. Parce que ce qu'elle dit, c'est que dans le même temps qu'elles sont un syndicat féministe de femmes employées de maison, elle considère qu'une femme qui n'a pas envie de faire du travail domestique, chez elle, elle a le droit. C'est-à-dire que quand on considère que c'est un travail, quand on considère que c'est un travail rémunéré correctement, et que dans le même temps, tout le monde a le droit à être soigné correctement, dans le même temps, on a aussi le droit de dire ce n'est pas forcément aux femmes d'être celles qui soignent les autres. Donc il y a cet ensemble de revendications qui sont portées toutes ensemble et qui font qu'il s'agit bien d'un syndicat de femmes qui sont particulièrement précaires et qui, dans le même temps, ne demandent pas que les femmes soient enfermées dans ce rôle, mais elles revendiquent bien la possibilité que ce rôle puisse être aussi refusé par les femmes dans leur quotidien. Et je termine par la grève en Argentine en mentionnant quelques éléments qui nous sont donnés par Verónica Gago, qui est à la fois une militante féministe, mais qui est aussi considérée aujourd'hui comme une des très 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 grandes théoriciennes du féminisme international. Donc c'est une économiste, politiste, et c'est quelqu'un qui pense beaucoup ce qu'on pourrait appeler la convergence des luttes, mais en fait elle pense surtout la manière dont le mouvement féministe s'agrège
à d'autres revendications, sans que ça soit quelque chose d'artificiel, que c'est vraiment construit depuis la base. Donc en 2016, il y a eu la première grève nationale des femmes en Argentine après le meurtre d'une jeune femme. Et en fait, il y a donc eu la réappropriation de l'outil de la grève, qui est un outil de la classe ouvrière, par le mouvement féministe. Et ce qu'elle note, c'est que cette idée de la grève a surgi lors d'une assemblée qui était réalisée dans la grange de la Confédération des travailleurs de l'économie populaire. Donc elle dit la genèse de la grève féministe, c'est un syndicat de travailleurs précaires qui se réunissent dans une grange et que ça veut tout dire. Elle explique comment c'est vraiment parti en fait de la base et qu'à partir de là, il s'est agi de penser le fait que la grève avait été pensée pour protester contre les violences machistes, mais que de reprendre un outil du mouvement ouvrier, ça permettait aussi de penser différemment ces violences. Donc ça permettait de mettre en évidence, quand on s'arrête de travailler pendant un jour pour revendiquer, pour avoir des revendications féministes, ça permet de dire aussi la violence envers les femmes, c'est aussi la violence économique de la différence salariale et des heures de travail domestique ni reconnues ni payées. C'est aussi la violence de l'exploitation capitaliste qui fait que certains hommes vont effectivement exploser de manière violente au sein du foyer parce qu'ils sont eux-mêmes exploités. C'est aussi la violence du manque de services publics avec ce qu'elle appelle la surcharge de travail communautaire. Et là, elle fait aussi référence à la situation de l'Argentine et du fait qu'il y a des associations communautaires qui prennent le relais de l'État sur le manque de certains services publics. Donc en ce sens, reprendre la grève pour le mouvement féministe, c'est vraiment dire, si on s'arrête de travailler pendant cette journée, on montre à la fois, on met en évidence des choses qui sont invisibles autrement, qui sont cachées dans le quotidien. À la fois le travail non rémunéré, mais aussi les violences, mais aussi ça permet de reprendre un outil du mouvement ouvrier et de montrer à quel point en fait toutes ces revendications sont liées entre elles et comment tout fait système. Et pour elle, l'idée, c'est vraiment de revendiquer un changement de société qui est global. Et c'est d'ailleurs ce que disent les économistes féministes dont je vous ai parlé. Donc Verónica Gago, en fait, elle connaît très bien les deux précédentes, Amaya Pérez Orozco en particulier. Elles ont, en fait, c'est des groupes qui ont travaillé ensemble. La syndicaliste Rafaela Pimentel Lara, qui a créé le syndicat d'emploi une maison. Amaya Pérez Orozco, qui est économiste, elles se connaissent, elles sont dans les mêmes collectifs à Madrid. Et ces collectifs, depuis les années 2000, travaillent avec des Argentines comme Verónica Gago. Et en fait, les unes et les autres disent on s'est nourri de nos réflexions et de nos actions pour bâtir nos grèves féministes. Tant et si bien qu'on a tendance à se dire il y a eu une grève féministe en 2016 en Argentine, c'est arrivé en 2018 en Espagne, donc on pourrait penser que ça vient de l'Argentine vers l'Espagne. Mais en fait, Verónica Gago, elle dit on s'est inspiré du groupe Précaires à la dérive qui avait dit qu'est-ce que c'est pour des précaires que faire grève. Et donc on a pensé notre grève en pensant aussi à toutes les personnes précaires. Donc on voit qu'il y a vraiment des circulations entre les deux pays qui ont aussi été rendues possibles par le fait qu'il y avait des collectifs qui existaient, où il y avait à la fois des universitaires, mais aussi des activistes, mais aussi des femmes du mouvement ouvrier lui-même, en fait, des employés de maison. Et que c'est comme ça, en fait, que se sont élaborées des grèves féministes qui, en Espagne et en Argentine, étaient vraiment massives. Alors en Espagne, cette année, c'était un tout petit peu moins le cas, mais c'était quand même des manifestations très très importantes. Et donc je vais m'arrêter là, mais pour conclure, revenir aussi à la situation un peu en France. Donc ce que ce parcours un peu historique nous permet de mettre en évidence, c'est peut-être le fait qu'en France, on a
de moindres liens qui ont pu être tissés entre syndicats, mouvements ouvriers, mouvements féministes, que les choses quand même évoluent, parce qu'il y a eu un certain nombre de grèves, je pense aux femmes de chambre des Ibis, des Batignolles, qui se sont mobilisées, qui ont obtenu gain de cause. Le fait qu'il y ait des syndicats qui aient appelé à la grève féministe cette année pour le 8 mars. Cette année, les manifestations étaient vraiment organisées le 8 mars, et pas le samedi d'avant ni le samedi d'après. Il y a des femmes qui ont fait grève. Il y a des situations intéressantes aussi. Récemment, j'étais à la Maison des femmes de Bordeaux pour entendre parler de l'histoire du féminisme au Pays Basque Nord. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Pays Basque, le fait qu'il y ait les échanges avec le Pays Basque Sud, ça fait qu'il y a eu des femmes qui travaillent dans les écoles basques qui se sont mises en grève pour le 8 mars en suivant ce qui se passait aussi en Espagne. Donc on voit comment il y a aussi des circulations internationales qui se produisent, même si les cadres nationaux restent très forts. Et comment, en fait, il y a aussi tout un travail qui s'est constitué historiquement par la base entre mouvements ouvriers et mouvements féministes dans certains pays. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser le temps maintenant pour vos questions. Alors, je vous laisse me faire signe bien haut si vous avez des questions pour que je puisse venir vous voir. Oui. Excusez-moi de sortir un peu de la question des grèves. Enfin, d'abord, merci pour votre conférence. Ma question serait, est-ce que les jeunes générations d'hommes se rendent compte qu'il faudrait un peu s'y mettre ? Pour nos générations, je ne sais pas si on y arrivera. J'ai eu un fils, j'ai essayé de lui expliquer, j'espère qu'il a un peu compris, mais maintenant il est avec quelqu'un qui a décidé de ne plus travailler, donc il ne fout plus rien. Je ne comprends pas, mais bon, je vais faire avec. Et donc, globalement, est-ce que les jeunes hommes pensent qu'il faut s'y mettre, partager ? C'est une grande question. Bon, déjà, quand même, sur la question du travail domestique, c'est un des aspects qui évolue le moins si on regarde les grandes enquêtes statistiques, et c'est-à-dire que sur 30 ans, les hommes avaient fait 15 minutes de plus de travail ménager par rapport aux 30 dernières années. Alors, sur les jeunes générations, c'est un sujet qui m'anime aussi beaucoup. Je travaille beaucoup sur les étudiantes et les étudiants, et notamment sur leur réception du féminisme après le mouvement MeToo. Donc j'ai plus d'éléments sur comment les jeunes hommes réagissent par rapport aux questions de violence, etc. Je ne sais pas trop comment ils se comportent au niveau des tâches domestiques. Je pense que c'est une génération, vraiment avec précaution, j'ai l'impression que c'est une génération qui est assez clivée entre des jeunes hommes qui sont très sensibilisés, qui suivent beaucoup ce qui se passe, qui bénéficient aussi d'une sensibilisation par des mères ou des sœurs ou des amis. J'ai le sentiment aussi, alors ça c'est pas un sentiment, c'est plutôt, ça c'est vraiment le résultat de mes recherches, que la question des violences a été très médiatisée et que pour les hommes c'est le sujet féministe par excellence, pour les jeunes femmes aussi, mais pour les hommes particulièrement. Et que de fait, ils s'interrogent moins sur d'autres aspects. Et je pense en particulier qu'en France, la dimension des inégalités économiques est quand même moins présente. On parle des inégalités salariales, mais finalement, ce qui se passe dans le couple résiste pas mal. Et il y a aussi des jeunes hommes, pour le coup, quand j'ai enquêté, quand ils répondent anonymement à un questionnaire, ils disent beaucoup de mal du féminisme, en disant que c'est les femmes qui veulent prendre le pouvoir sur les hommes, etc. Donc j'ai le sentiment d'une génération qui est assez clivée. Et ce qui est certain, c'est que l'espace privé, c'est encore et toujours celui qui résiste le plus aux inégalités. Par exemple, même sur la dénonciation des violences qui se produisent, c'est plus facile de dénoncer le harcèlement de rue que ce qui va se passer dans un couple, et même quand on est jeune, en fait. Et ça me fait penser aussi
à ce qui émerge un peu sur la question des violences économiques, qui était un terme qu'on employait très peu et où aujourd'hui on met aussi en évidence un peu cet aspect-là. Donc je ne peux pas vous répondre précisément parce qu'en plus la caractéristique des jeunes, c'est qu'il faudrait étudier des jeunes couples, voire ce serait passionnant, il faudrait que je vois s'il y a des recherches en cours sur le sujet. Mais il faudrait aussi voir, c'est vrai que par exemple le féminisme a aussi quand même connu un regain fort ces dernières années, donc c'est à suivre dans les années qui viennent, j'ai le sentiment. Voilà. Alors j'ai une autre question ici. Bonsoir. Par rapport au féminicide, l'Espagne est très très en avance par rapport à la France. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Merci. Merci pour cette question. Effectivement, donc en Espagne, il y a eu une loi dès 2004 qui visait à mettre en évidence le caractère systémique, c'est-à-dire inscrit en fait dans les structures de la société des violences faites aux femmes. C'est-à-dire que ce qui a été d'abord mis en évidence, c'était les violences dans les couples, où une femme qui est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint, c'est pas un crime passionnel, c'est pas un conflit entre individus, c'est l'expression d'une violence machiste qui reflète une domination inscrite dans les structures sociales. Donc à partir de là, ce qui est remarquable en Espagne, c'est qu'il y a eu des lois qui sont sorties pour lutter contre ces violences. Donc on a beaucoup parlé du fait qu'il y a des tribunaux un peu spécialisés sur les violences de genre en Espagne, donc c'est mieux jugé qu'en France, il y a davantage de sensibilisation. Et en particulier, il y avait aussi beaucoup de sensibilisation par les moyens de communication. Beaucoup plus tôt qu'en France, les médias se sont employés à parler des faits de violences faites aux femmes comme de faits politiques et non pas comme de faits divers. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus ancien et ça a des effets tout à fait notables sur les jeunes générations qui ont entendu parler de ces violences dans l'espace public ou même en regardant des campagnes publicitaires. Et pour lesquels, en fait, c'est une évidence qu'il s'agit d'un fait politique au sens où ça n'est pas rapporté à une situation de conflit entre individus. Et ça change beaucoup de choses. Et ça fait notamment que, par exemple, MeToo, le mouvement MeToo en Espagne, n'a pas forcément était considéré comme un déclencheur aussi important d'une prise de conscience qu'en France, parce qu'il y avait un travail vraiment énorme qui avait été fait en Espagne. Alors aussi, si j'insiste sur les médias ont vraiment un rôle qui a été vraiment particulier, parce que aussi cette loi qui date de 2004 en Espagne, elle est liée au fait qu'il y a eu un événement médiatique, une femme qui est venue parler des violences qu'elle subissait et elle a été tuée 3 jours plus tard. Elle est venue parler sur un plateau de télévision, donc Ana Orantes, et c'est suite à ça en fait qu'il y a eu des politiques publiques vraiment massives qui se sont développées. Alors on en parlait un peu avant la conférence avec Julia, le fait que l'Espagne, on est toujours étonné parce qu'on se dit c'est un pays catholique, machiste, c'est des latins du Sud, etc. Et c'est les plus avancés d'Europe. Alors c'est vrai que leur loi, en fait, elle prévoit vraiment de considérer le problème dans toute sa globalité, de considérer l'éducation aussi, qu'est-ce qui peut être fait en matière d'éducation pour prévenir ces violences. Et je crois qu'ils ont beaucoup moins de féminicides que nous, mais ils considèrent qu'ils sont encore beaucoup trop en retard. Et quand on parle avec des Espagnols, alors par ailleurs, je suis chargée de mission égalité dans une université, donc je gère des questions de violences sexistes et sexuelles. Et les universités espagnoles ont des protocoles tellement plus avancés que les nôtres. Et quand je leur dis, elles me disent « Non, on a encore eu un cas de harcèlement récemment. » Et en fait, il y a cette espèce de modestie, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu des politiques et des moyens aussi. Il y a des moyens financiers très importants. Et peut-être pour terminer, préciser aussi qu'il y a des différences entre les régions.
Donc l'Espagne est un État très décentralisé, avec des communautés autonomes, et certaines mettent plus de moyens que d'autres sur le sujet. Et là encore, on a quelques surprises, parce que par exemple, la Catalogne a beaucoup travaillé sur ces questions-là, le Pays basque a énormément financé aussi des choses sur des politiques publiques sur les violences faites aux femmes. Et on a le cas de l'Andalousie, où pour le coup, il y a une vraie lutte, parce que vous savez que l'extrême droite est entrée dans le Parlement régional d'Andalousie, également de Madrid un peu plus tard, mais en Andalousie, la première chose qu'a voulu faire l'extrême droite, c'était d'enlever des moyens aux associations qui aidaient les femmes victimes de violences. Donc là aussi, en fait, en Espagne, c'est vrai que là, j'ai présenté le côté peut-être optimiste de ce qui se passe, mais il y a aussi une très très forte inquiétude de leur part par rapport à la montée de l'extrême droite et le fait que tout est possible, et ceci n'ayant aucun rapport avec une autre situation actuelle. Oui. Merci. Vous avez abordé la question des métiers du soin, et qui sont majoritairement occupés par des femmes. Et certains métiers, pendant très longtemps, je pense à l'enseignement ou l'enseignement primaire, étaient majoritairement occupés par des femmes. Et l'élément commun à ces métiers, c'est la question des salaires, qui sont extrêmement bas et peu attractifs. Donc, est-ce que pour rééquilibrer, parce que c'est tout à fait juste que les femmes ne sont pas condamnées, enfin le mot est peut-être un peu inapproprié, mais ne sont pas condamnées à soigner la terre entière. Ça peut être, comme vous le disiez dans la conférence, un peu mieux réparti avec les hommes. Est-ce qu'il ne faudrait pas une politique salariale, mais extrêmement... qui renverse tout cela pour que ça soit des métiers, que ça soit les infirmières ou dans les EHPAD, que ça soit des métiers qui soient beaucoup mieux payés et qui deviennent attractifs, et où les hommes puissent se rendre compte qu'ils peuvent aussi soigner la terre entière. Oui, la question des salaires est primordiale, et aussi... non seulement pour rendre les métiers attractifs pour les hommes, mais pour rendre justice au caractère essentiel, nécessaire de ce type de travail. Et c'est tout à fait juste. Le fait que les salaires soient si bas, c'est assez lié au fait que c'est considéré comme étant dans la nature féminine. Ça, c'est ce qu'a bien montré Danielle Kergoat, qui est une sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle « Les ouvrières », et où elle dit ce qui différencie les ouvrières des ouvriers, c'est qu'on considère, et ce qui explique qu'elles sont moins bien payées, c'est que les hommes sont payés pour ce qu'ils font, et les femmes sont mal payées pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que des femmes qui travaillent dans le textile, elles cousent, voilà, c'est une qualité féminine, on n'a pas à les rémunérer pour ça. Donc il y a un véritable déni de qualification. Et c'est aussi reconnaître la qualification nécessaire à ces métiers qui manque. Et on le voit dès le lycée professionnel, où les filières de soins à la personne sont très très massivement investies par les filles, et où en fait dès ce moment-là, c'est vrai que on devrait mettre en évidence à quel point en fait il faut être qualifié pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Ça demande tout un apprentissage de savoir rester égal à soi-même face à des situations parfois difficiles de dépendance d'autrui. Et en fait, ce déni de qualification, il vient très très tôt, y compris dans le système scolaire, où on va voir dans ces filières de lycée professionnel que c'est des filles qui sont des élèves avec des enseignantes femmes, qu'elles n'ont pas forcément les perspectives qu'elles souhaiteraient avoir. Beaucoup veulent travailler plutôt dans la petite enfance et se retrouvent en EHPAD. Donc il y a des choses qui sont à penser à la fois au niveau des débouchés, comme vous le dites, en termes de salaire, et aussi, je pense, très tôt au niveau de la formation, en fait. Et
puisqu'on parle d'éducation, il y a aussi ce propos qui est intéressant sur, là vous disiez notamment qu'il y avait beaucoup plus de filles qui se retrouvaient dans ces filières. On peut aussi penser au peu de filles qui se retrouvent dans des filières scientifiques, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui reste de l'ordre de c'est moins accessible, ou enfin, dans la culture qu'on a transmis à ces jeunes filles. Et par la même occasion, par ailleurs, sur l'engagement politique, syndicaliste, féministe, est-ce qu'il y a une évolution en fait ? Sur les métiers scientifiques, ce qui est quand même intéressant, c'est que en fait, les filles n'évitent pas tellement les filières scientifiques. Elles réussissent moins bien à être des scientifiques prestigieuses parce qu'on leur met un peu des bâtons dans les roues. Mais au niveau de l'orientation, on s'aperçoit qu'elles choisissent quand même des filières scientifiques, mais c'est les garçons qui ne choisissent pas du tout les filières littéraires parce qu'il y a une injonction sociale très forte qui les en dissuade. Et c'est ce qui explique que proportionnellement, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de filles en littéraire, alors qu'en fait, il y a surtout pas du tout de garçons qui vont. Enfin, aujourd'hui, les filières ont changé avec la réforme du bac. Et après, si vous me demandez s'il y a une évolution de l'engagement féministe et syndical, alors sur l'engagement féministe, ce que je peux vous répondre, c'est qu'effectivement, les jeunes générations de filles se disent beaucoup plus facilement féministes. Ça, c'est flagrant. Bon, ça, c'est vraiment un des changements des toutes dernières années. Sur l'engagement syndical, je pense que là, j'ai peu de données, mais en fait, on a un faible taux de syndicalisation globale. Et sur ça, en fait, c'est vrai que ce serait intéressant quand même de regarder. Ce serait intéressant en fait de regarder aussi par filière professionnelle. Moi, je connais plutôt effectivement le domaine de l'enseignement pour ce qui est des syndicats, mais je serais assez curieuse de voir ce que ça a donné au niveau du monde ouvrier, s'il y a plus d'engagement. Par contre, ce qui est plutôt certain, c'est qu'il y a une diversification des manières de s'engager qui fait que je ne suis pas certaine que le syndicalisme l'emporte face au fait de beaucoup s'engager sur des réseaux sociaux. Il faudrait voir. Et en même temps, par exemple, il y a des femmes... en fait, le surgissement... Alors, c'est assez intéressant, mais par exemple, la question des violences faites aux femmes, qui a été beaucoup médiatisée. À un moment donné, on s'est dit finalement MeToo a assez peu concerné le monde du travail. Et quand même, on voit qu'il y a des luttes qui vont mettre en évidence l'existence à la fois d'un harcèlement sexuel et d'un harcèlement moral dans certaines entreprises. Je pense à des luttes qui ont eu lieu à McDonald's et où les deux en fait étaient quand même dénoncées et c'était des luttes qui étaient devenues mixtes. Et donc peut-être qu'il y a quand même autour de cette question des violences qui se produisent au travail quelque chose qui peut s'élargir vers une prise en compte en fait des problèmes d'organisation du travail en général. Parce que par ailleurs, on s'aperçoit quand même que le harcèlement sexuel est aussi lié à des problèmes d'organisation du travail pathogènes, par exemple. Alors, une autre question. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la représentation des femmes dans les instances politiques, qui augmente, semble-t-il, et c'est un argument de plus en plus dans les sociétés, est-ce que vous pensez que cette représentation des femmes a modifié les mouvements féministes? Est-ce qu'elles ont collaboré à améliorer le sort des femmes dans les sociétés? Ça dépend qui. Je ne suis pas sûre que Margaret Thatcher a beaucoup contribué à améliorer le sort des femmes. C'est vraiment la question de savoir si ça suffit d'avoir plus de femmes dans les instances.
s'il faut que ce soit des femmes progressistes. Et c'est une vaste question, parce que c'est vrai qu'il y a un point de vue qui consiste à dire le fait qu'il y ait des femmes qui occupent des postes de pouvoir, ça constitue aussi une émulation pour les jeunes générations qui osent davantage se projeter, s'engager, et qui peuvent s'engager pas forcément sur les mêmes idéaux que des figures comme celles que je viens de citer. Après, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le mouvement féministe se porte bien quand il y a à la fois un mouvement social fort, des personnes qui portent les revendications dans les institutions, donc plutôt un féminisme d'État, c'est-à-dire que quand même, il y avait davantage de choses qui pouvaient avancer quand il y avait un ministère d'État, comme ça a été le cas avec Najat Vallaud-Belkacem, que quand on a après un secrétariat d'État avec Marlène Schiappa. Et ceci n'étant pas un blanc-seing accordé à la première. Mais voilà, c'est vrai que souvent, on insiste dans les travaux sur l'histoire du mouvement féministe, sur le fait qu'on ne peut pas tellement jouer une opposition entre institutions et mouvement social, mais que souvent beaucoup de choses ont avancé quand il y avait des femmes présentes dans les institutions pour relayer les demandes du mouvement social et contribuer aussi à ce que après, si le mouvement les critique, en même temps ça le nourrit. Donc c'est aussi voilà. Et par exemple, je reviens à l'Espagne, mais l'Espagne c'est un pays où il y a un féminisme d'État qui est très très fort. Qui a été très fort par le Parti socialiste en particulier. Et là, en ce moment, c'est plutôt la tendance de Unidas Podemos qui porte ce ministère. Et en fait, on voit que c'est assez intéressant, parce que pour le coup, le mouvement social espagnol, il y a une dimension libertaire, anarchiste très importante, très critique envers l'État. Et en même temps, l'État a aussi porté un féminisme très important. Et les deux, à mon avis, contribue à faire que c'est un pays qui a pu justement avoir des lois novatrices sur la question des violences. Donc moi, je dirais, c'est important qu'il y ait des femmes qui puissent investir les institutions pour porter les revendications du mouvement féministe. Oui, bonjour. Je ne voudrais pas envoyer des mauvais signaux, mais ce problème est excessivement culturel. Aujourd'hui, on est en pleine reproduction sociale de beaucoup de choses. C'est bien dans nos têtes que tout ça se passe à un moment donné, qu'il faut faire avancer. Et je pense que ces évolutions, au-delà de tout ce que les gens qui travaillent et qui militent sur ces sujets-là, c'est, comment dire, c'est générationnel, ces évolutions, je pense. C'est pour ça qu'elles sont aussi longues que ça. Et je crois qu'il faut travailler sur les gens, travailler sur la famille, travailler sur les termes. Pendant très longtemps, quand on parlait travail, des questions qu'on posait à des gens, et toi, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle travaille? Non, non, elle ne travaille pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas un travail extérieur. On voit tout ce qu'il y a culturellement à faire pour que les choses avancent. Et on va y arriver, mais pas aussi vite qu'on souhaiterait que ça arrive. Oui, c'est le rôle de l'éducation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on interroge les jeunes générations, ils ont pleinement conscience de cette importance aussi de l'éducation au quotidien. Et vous me posiez la question, est-ce qu'il y a davantage d'engagement féministe, syndical? Moi, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, il y a des jeunes, alors ça va vous intéresser aussi, qui disent qu'ils n'aiment pas trop aller en manif parce qu'il y a du monde, ça les oppresse, aussi parce qu'ils ont peur des violences policières, c'est dit très clairement, et qui disent, mais moi, ma manière de m'engager, c'est que je sensibilise mon entourage tous les jours. Et alors, ça a un côté qu'on pourrait trouver quelque part un peu touchant, parce qu'on a l'impression d'un rocher de Sisyphe, de tous les jours chercher à sensibiliser toutes les personnes autour de soi. Et puis c'est aussi certains jeunes, c'est-à-dire que j'ai principalement exploré aussi des jeunes qui sont étudiants dans certaines filières, donc sans doute qui sont plus sensibles à cette question de l'éducation.
Mais c'est un peu pour aller dans votre sens et pour insister vraiment aussi sur cette importance de l'éducation qui passe à la fois par des politiques publiques et par des engagements. Et de fait, les engagements politiques sont aussi très, très éducatifs. Hein. C'est aussi, donc, ça prend du temps. Il faut essayer de voir les éléments qui convergent ensemble. J'ai cru que ce que vous alliez souligner aussi, c'est quand même le fait qu'il y a aussi beaucoup d'hostilité. Et il y a des tensions quand même très très fortes aussi autour de ce sujet-là. Il y a aussi des récupérations. Donc je pense par exemple au livre de ma collègue Magali Della Souda sur les nouvelles femmes de droite, et où elle montre comment le thème du féminisme peut être aussi dévoyé, par exemple en dénonçant les violences qui sont commises par des hommes qui seraient exclusivement des hommes noirs, arabes, musulmans, etc. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci encore pour votre conférence.